Dans l'actualité ce soir, toujours aucune trace de Jean-Pierre Trébert. Le principal suspect du double meurtre de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier s'est évadé hier dans des conditions rocambolesques. Caché dans un carton, les recherches se concentrent sur une forêt. Comment un homme présumé dangereux a-t-il pu échapper à la surveillance? Quelles sont les règles dans les prisons? Autant de questions que nous examinerons ce soir. C'est une information France 2. Le Haut Conseil de la Santé publique s'apprête à déconseiller une vaccination massive contre la grippe A. Il préconise de définir des populations prioritaires. Aux États-Unis, Barack Obama sur la corde raide. Le président américain prononce ce soir un discours crucial au Congrès sur sa réforme de la santé. Sa cote a chuté, il est contesté dans son propre camp. Nous serons en direct de Washington. À peine installée, elle est remise en cause. La semaine de 4 jours à l'école est critiquée dans un rapport de l'inspection générale. Elle serait fatigante pour les enfants et les enseignants. La politique, Julien Dray s'explique. Transfert de fonds, flux financiers. Il est visé depuis 8 mois par une enquête pour abus de confiance et contre-attaque dans un livre sorti aujourd'hui. Il est notre invité. Bonsoir Julien Dray. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Enfin, vous avez aimé le soleil de l'été, vous apprécierez la chaleur de l'automne. Pour la première fois, Météo France se risque à une prévision à 3 mois et annonce une saison à venir exceptionnellement chaude. Le détail tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à tous. Des centaines de gendarmes, des maîtres chiens, des hélicoptères, mais toujours aucun résultat. Jean-Pierre Trébert, 45 ans, accusé d'un double meurtre, poursuit donc sa cavale ce soir après son évasion hier à Auxerre. Évasion digne d'un film noir, on va y revenir. D'abord le récit de ces dernières 24 heures. Renaud Bernard, Alexis Jacquet. C'est la photo la plus récente du fugitif. Ce soir, Jean-Pierre Trébert est traqué par des centaines d'enquêteurs. Les zones hachurées en rouge sur cette carte marquent les secteurs déjà explorés en vain. Le choix opérationnel qui était fait, c'était de se rapprocher des secteurs sur lesquels il a l'habitude de chasser à l'époque et donc de privilégier ces secteurs qu'il connaît bien. Allez, on est parti, en avant! Cette forêt entre Sens et Auxerre, Trébert la maîtrise. Celui que les gendarmes appellent l'homme des bois y a chassé des jours entiers. C'est là qu'il vivait quand il aurait assassiné Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. C'est la végétation qui commande. Et si on veut fouiller chaque coin, plus c'est dense et plus ça prend de temps. Mais depuis 24 heures, la piste du fugitif ne va pas plus loin que cet entrepôt. Caché dans un carton fabriqué sur mesure à sa taille, affirment les gendarmes. Trébert a quitté la prison d'Auxerre dans un camion qui est venu jusqu'ici. C'est cette cariste qu'il a déchargé sans s'apercevoir de rien. C'est ce type de carton, je l'ai posé sur cette palette et il m'a pas semblé anormal. Parce que bon, ça arrive assez souvent qu'on fait faire des choses à la prison, ça revient et puis pour moi c'était normal. Depuis, aucune piste n'a abouti. Ces chiens n'ont rien trouvé, pas plus que ces policiers à motocross. L'enquête repose désormais sur les 2 hélicoptères chargés de survoler la région. L'hélico est utilisé très très régulièrement pour ce type de recherche et bon, à son efficacité avérée, je dirais. D'autant que ces appareils sont équipés de caméras thermiques. Ce soir, avec la tombée de la nuit, les recherches vont pouvoir se poursuivre. Dans un instant, on va évoquer les questions suscitées par cette évasion. Avant cela, et pour bien comprendre le déploiement policier en cours, rappelons qui est Jean-Pierre Trébert, un homme considéré comme dangereux. Franck Genozo, Patrick Würsthorn. Un homme au cœur de pierre, qui parle peu. Voilà ce que disent de lui ceux qui ont approché Jean-Pierre Trébert. Près de 5 ans après les faits, il est aujourd'hui l'unique suspect d'une affaire de double meurtre dans laquelle la justice a longtemps piétiné. En novembre 2004, Géraldine Giraud et Katia L'Herbier disparaissent mystérieusement. Mais leurs cartes bancaires continuent à être utilisées. Elles conduisent très vite à un homme sans casier judiciaire mais en grande difficulté financière, Jean-Pierre Trébert. Et c'est en fouillant son jardin que les enquêteurs vont retrouver les corps sans vie des 2 disparus. Elles ont été jetées dans ce puits après avoir été asphyxiées à l'aide d'un produit toxique. Un mobile, l'argent, 2 cadavres dans son jardin, tout semble désigner Jean-Pierre Trébert. Pourtant, celui-ci a toujours nié être l'auteur des meurtres. En prison, les experts psychiatres ne voyaient pas en lui un tueur en puissance, mais quelqu'un de malin, voire de manipulateur, malgré les apparences, confirme son ancienne épouse. Ça ne correspond pas à l'image qu'il veut donner. Du type un peu balourd, un peu bébête, un peu à moitié amnésique. Tout le monde s'est trompé encore une fois et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources en fait, qui est tout à fait capable de calculer. Pour l'avocat de la famille Giraud, sa fuite constitue désormais un aveu.
Faux, rétorque la défense de Jean-Pierre Trébert, pour qui il y a une autre façon d'interpréter son évasion. Quand vous êtes innocent, que vous n'êtes pas entendu et que vous êtes détenu, vous pouvez ne pas avoir confiance dans la justice. Et vous pouvez avoir envie de la fuir. Ancien garde forestier, amoureux de la nature, Jean-Pierre Trébert supportait très mal l'enfermement, selon ses proches. Avec cette évasion, il rajoute un rebondissement à une affaire dans laquelle il devait comparaître seul au printemps prochain. Bonsoir Renaud Bernard, vous êtes en direct de Joigny dans l'Yonne. Est-ce que la police ou la gendarmerie dispose d'indices pour retrouver Jean-Pierre Trébert ? Bonsoir David, effectivement les enquêteurs disposent d'indices, ce ne sont pas des indices lourds mais ce sont des indices. C'est pour cette raison que ce soir de nouveaux barrages sont mis en place sur les axes routiers régionaux et autour des agglomérations. Alors l'un des co-détenus de Jean-Pierre Trébert à la maison d'arrêt d'Auxerre a été placé en garde à vue pour expliquer si Jean-Pierre Trébert avait préparé son évasion. C'est un peu ce que pensent les gendarmes. Et puis les gendarmes se fient aux déclarations de l'ex-épouse de Jean-Pierre Trébert, ex-épouse qui a déclaré que si son ex-mari s'était évadé, c'était pour régler des comptes. Alors quels comptes? Eh bien tout simplement avec ceux qui l'ont accusé, notamment un témoin qui réside dans l'Est de la France. C'est pour cette raison que les gendarmes orientent leurs investigations dans cette direction ce soir. Renaud Bernard à Auxerre, merci. Renaud, on s'arrête maintenant sur les questions suscitées par cette évasion désarmante de simplicité, en tout cas en apparence. Comment un détenu de ce profil a-t-il pu échapper à la surveillance? Quelles sont les règles dans les prisons? Les questions et les réponses avec Aurélia Guillemin et Vivien Roussel. Une sortie par la grande porte, bientôt 36 heures de cavale et presque autant de questions. Y a-t-il eu un défaut de surveillance? Soupçonné d'un double meurtre, Jean-Pierre Trébert n'était plus ce qu'on appelle un DPS, détenu particulièrement surveillé. Ce qui lui a permis d'être contremaître aux ateliers de la prison, peut-être l'un des endroits les moins sécurisés. Il n'y a pas de portique de détection pour les camions, il n'y a même pas de portique de détection quand les détenus remontent. C'est-à-dire qu'un détenu peut remonter en cellule sans aucun contrôle. Il n'y a même pas une grille pour fermer, fermer entre les ateliers et la détention normale, ce qui est inadmissible. Ce matin-là, aux ateliers, il y avait un seul surveillant pour 7 détenus au travail. Trébert a-t-il bénéficié de la complicité de l'un d'entre eux pour s'échapper? Probablement, selon cet ancien détenu d'Auxerre. Ça, je sais pas, mais on ne sort pas comme ça dans un camion. Déjà le carton, il faut quelqu'un pour le fermer. Jean-Pierre Trébert est vu ici pour la dernière fois à 10h30. Sa disparition n'est signalée que 8 heures plus tard. Pourquoi une alerte si tardive? Selon la ministre de la Justice en déplacement à Auxerre, le fuyard a tout simplement réussi à brouiller les pistes. Il avait prévu effectivement un certain nombre de choses, notamment en indiquant ou en faisant indiquer par les gens qui l'entouraient et notamment par un co-détenu qu'il devait faire l'objet d'une extraction pour une procédure de divorce. Ce soir, le co-détenu en question a été placé en garde à vue. Et coïncidence ou non, un autre détenu condamné pour attaque à main armée avec tentative de meurtre s'est évadé le même jour dans une autre prison de Lyon, à Joux-la-Ville, également dans un camion de livraison. Mohamed Amrami, c'est son nom, à 39 ans, il purge une peine de 18 ans de réclusion. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier. À tout moment dans ce journal, nous retrouvons en direct Renaud Bernard en cas, bien sûr, de nouvelles informations. Autre titre de l'actualité, l'évolution de la grippe A, cela devient presque une routine. Plusieurs classes d'école ont encore été fermées aujourd'hui, à Gaillac dans le Tarn, à Saint-Jean-du-Gard dans le département du même nom et aussi ici, à Paris. Il s'agit d'une classe de CM2 dans le 18e arrondissement. Mais l'information du jour, nous vous la donnons en avant-première. Le Haut Conseil de la Santé publique s'apprête à livrer ses recommandations. Et contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, il ne préconise pas une vaccination de masse. Bonsoir Jean-Daniel Plézaquier, vous êtes notre spécialiste santé, vous suivez ce dossier pour nous. Le Haut Conseil se prononce pour des vaccinations ciblées. Oui, une vaccination ciblée, et dès que les tests de sécurité du vaccin seront définitivement acceptés, eh bien on vaccinera 3 groupes de population en priorité, si l'avis est suivi par le ministre. D'abord les enfants et les adolescents fragiles, c'est-à-dire des enfants par exemple asthmatiques ou atteints de maladies génétiques comme la mucoviscidose ou enfants atteints de certaines tumeurs. Ensuite, les femmes enceintes
puis les adultes porteurs de maladies chroniques, c'est-à-dire les adultes qui ont de l'emphysème, une bronchite chronique, une insuffisance cardiaque ou un cancer, qui seront vaccinés en priorité. Alors avec une petite incertitude, certains pensent qu'il ne faut pas aller au-delà de 65 ans parce que paradoxalement, ce virus est beaucoup moins agressif chez les personnes âgées que le virus de la grippe saisonnière. Alors pourquoi renoncer à une vaccination de masse puisqu'on a commandé ces fameuses 94 millions de doses? Parce que le temps presse, parce que le fait que la rentrée scolaire ait eu lieu, que les activités professionnelles reprennent à la fin des vacances, font qu'on va se trouver dans quelques semaines, très bientôt, en plein cœur de l'épidémie et qu'on n'a plus le temps de faire une protection collective, mais qu'il faut maintenant choisir l'option d'une protection individualisée de ceux et celles qui sont les plus fragiles. Dernière chose, Jean-Daniel, que vont devenir les dizaines de millions de doses de vaccins commandées? Eh bien, elles serviront peut-être parce qu'on en a commandé 94 millions, de quoi vacciner 47 millions de personnes, puisqu'on part sur l'idée de 2 doses, et que le Haut Comité va surveiller, je dirais presque heure par heure, l'évolution de l'épidémie, le nombre de cas, l'agressivité du virus, le nombre éventuellement de décès, et va également voir, en fonction du nombre de vaccins qui vont arriver, parce qu'on sait qu'on aura un approvisionnement qui va être très lent, en fonction du nombre de vaccins, il pourra réviser ses positions, et si on estime qu'il est nécessaire de vacciner plus de monde, toujours sur le monde du volontariat, mais surtout pas de l'obligation, eh bien ces dispositions pourront se modifier dans quelques semaines. Je viendrai peut-être vous dire tout le contraire de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Merci Jean-Daniel pour ces informations. À l'étranger d'abord, ces inondations devenues totalement incontrôlables en Turquie. En 2 jours, une trentaine de personnes ont été emportées ou noyées par les flots. À Istanbul, c'est du jamais vu depuis près d'un siècle. Jérôme Bonny. Nous sommes sur l'un des principaux boulevards d'Istanbul, submergé par un torrent dévastateur. Des dizaines d'automobilistes pris au piège se réfugient sur les toits des véhicules. Cet homme est en péril. Des sauveteurs lui envoient un tuyau. Il le rate, mais se jette à l'eau. Eux forment une chaîne humaine et réussissent à le récupérer. La plupart a pu être sauvés grâce à la mobilisation de 900 pompiers et secouristes, de l'armée et de toutes les bonnes volontés. C'était choquant. L'eau a surgi et en quelques secondes, elle a dépassé la hauteur des voitures. Plus de 31 morts après ces inondations provoquées par les pluies les plus torrentielles depuis 80 ans sur Istanbul et l'ouest du Bosphore. La décrue découvre l'étendue des dégâts, chiffrés par les assureurs à quelques 100 millions d'euros. À l'étranger encore, une journée peut-être décisive pour Barack Obama. Dans un discours très attendu, le président américain va tenter de convaincre le Congrès du bien fondé de sa fameuse réforme de la santé. Alors même qu'il est affaibli, l'état de grâce semble bien loin. Sa cote s'est nettement effritée ces dernières semaines et il est critiqué dans son propre camp. À Washington, Maryse Burgo, Aaron Diamond. Barack Obama, souriant mais tendu lorsqu'il rentre de vacances dimanche dernier. Yes, we still can. Oui, nous pouvons encore réussir. Le détournement de son célèbre slogan de campagne par ses propres partisans en dit long sur la fin de l'état de grâce. Il est moins populaire parce qu'il n'a encore rien fait de concret. La courbe de popularité de l'homme le plus courtisé de la planète n'a cessé de baisser cet été, c'est la panne. D'où l'enjeu politique considérable du discours prononcé ce soir devant le Congrès, avec un sujet qui fâche, la fameuse réforme du système de santé. Objectif, permettre à des millions d'Américains comme cette femme atteinte d'un cancer d'accéder à une assurance publique. Il s'agit donc de casser le monopole des privés. Projet socialiste, selon l'opposition républicaine socialiste, un gros mot aux États-Unis. Utilisé lors de ces manifestations, il a fini par influencer l'opinion. Il y a une colère profonde au sein d'une petite partie de la population, mais cette colère est surmédiatisée et elle s'auto-alimente. Une opinion déçue aussi de voir que l'économie ne redémarre que très lentement, d'où cette mine concentrée et fermée du président américain. Bonsoir Alain Chalvon, vous êtes en direct de Washington. Quelles sont réellement les raisons de ce désamour, même s'il n'est que relatif? C'est la méthode Obama, son attitude ou sa politique?
Écoutez, c'est d'abord la dure réalité. Après 8 mois, les Américains voudraient des choses concrètes. Mais voilà, la guerre en Afghanistan, la crise économique, tout ça ne se règle pas comme ça d'un claquement de doigts. Un célèbre éditorialiste disait que le principal résultat de Barack Obama avait été d'éviter l'effondrement total de l'économie. Mais ça se voit pas. L'effondrement, ça se voit. Le non-effondrement, ça se voit pas. Deuxième raison, peut-être un excès de confiance, et c'est particulièrement vrai dans cette affaire de la réforme de santé. Fort de sa popularité, Barack Obama n'a pas pris le soin de l'effort pédagogique nécessaire, il n'a pas pris le soin de négocier avec les parlementaires, et résultat, il se trouve avec une fronde au sein de son propre parti et n'a plus de majorité. Enfin, troisième raison, là, le réveil de l'opposition avec ses outrances habituelles. On accuse Barack Obama d'être marxiste ou pire, d'être français. Ça n'est pas vrai naturellement, mais plus c'est gros, et mieux ça passe. Alain de Chalvron à Washington. Merci Alain. En bref, encore à l'étranger, l'Iran accentue encore sa pression sur l'opposition. Plusieurs proches collaborateurs des deux ex-candidats à la présidentielle ont été arrêtés. Des bureaux ont été fermés. L'Iran qui par ailleurs a remis aujourd'hui ses dernières propositions en matière de négociation pour le nucléaire. Et puis voici ici à droite sur l'image l'homme qui symbolise le retour de plein pied de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est un général français, Stéphane Abrial, qui a pris aujourd'hui l'un des deux commandements suprêmes. La cérémonie se déroulait à bord d'un porte-avions de la marine américaine à Norfolk, en Virginie. En France, les semaines passent et les affaires de suicide se succèdent à France Télécom. On a appris tout à l'heure qu'un technicien de l'entreprise a tenté de mettre fin à ses jours en se plantant un couteau dans l'abdomen lors d'une réunion d'équipe à Troyes. Il venait d'avoir la confirmation que son poste était supprimé. Yves Ginca. C'est ici que le drame a eu lieu, dans ce centre de France Télécom à Troyes. Ce matin, un technicien âgé de 49 ans vient d'apprendre qu'il est muté. En pleine réunion, il sort un couteau et se le plante dans le ventre. Ses collègues, eux, redoutaient quelque chose. Il a dit qu'il était déterminé, qu'il irait jusqu'au bout. Donc à partir de ce moment-là, on s'attendait à ce qu'il nous annonce ou une action syndicale ou autre chose. Et puis en fait, malheureusement, il a fait son geste malheureux. L'homme est immédiatement évacué par le SAMU. Opéré, ses jours ne sont pas en danger. En juin 2008 déjà, un salarié du centre s'était suicidé. Dans une lettre, il mettait en cause les méthodes de management dans l'entreprise, des méthodes qualifiées d'autoritaires par les syndicats. Ce sont des mutations d'office, il faut le savoir. Hein. Des postes avaient été ouverts, mais ça n'intéresse personne. Qui s'intéresse de régresser dans sa carrière? Une accusation inacceptable selon la direction. Un acte comme celui-là, il faut en prendre acte, hein, il faut l'analyser, mais c'est une multitude de causes. C'est une multitude de causes. Alors nous ne méconnaissons pas le fait que certains de nos collègues sont plus fragiles que d'autres. En 1 an et demi, 22 salariés de l'entreprise ont mis fin à leur jour. Demain, France Télécom devrait inaugurer une structure de prévention du stress. Les syndicats appellent à la grève. En bref, les couacs de la rentrée scolaire, les 3 institutrices de l'école primaire de La Roque-d'Aulme, un village de l'Ariège, sont séquestrées dans les locaux depuis hier soir par des parents qui refusent la fermeture d'une classe. Plusieurs élus s'associent à cette action qui se déroule sans violence. Les enseignantes s'apprêtent donc à vivre leur 2e nuit sur place. Et toujours à propos d'éducation, je vous le disais, à peine installée, elle est remise en cause. La semaine de 4 jours à l'école est critiquée officiellement dans un rapport de l'inspection générale. Elle serait fatigante pour les enfants et aussi pour les enseignants. Il n'est pas question pour autant d'un retour au cours du samedi matin pour l'instant. Mallory Aounou, Chloé Cormery. La balade du matin au parc, un mercredi ou un samedi, c'est permis. Depuis la rentrée 2008 et la suppression des cours du samedi matin, l'immense majorité des écoles a choisi de travailler 4 jours. 1 an après, les avis restent partagés. Je suis pas mécontent que l'école, il n'y ait pas école samedi matin parce que ça permet de faire la grasse matinée. Je trouve que c'est un bon rythme scolaire pour les enfants qui ont besoin de se reposer le mercredi. J'aimais mieux quand il y avait classe le samedi matin. Je pense que ça étalait mieux le rythme sur la semaine et actuellement ça intensifie beaucoup. Ce constat, l'éducation nationale elle-même le partage. Selon cette note de l'inspection générale, les inconvénients de ce nouveau rythme se confirment. Nous avons noté, nous l'avons dit au ministre, une fatigue accrue des maîtres comme des élèves par cette concentration naturellement de la classe sur 4 jours. Également un certain nombre de problèmes posés aux maîtres pour rencontrer les parents. 140 jours de classe contre 185 en moyenne en Europe, mais avec des journées plus longues. Pour les enseignants, c'est le programme qui est menacé.
Moi, le premier bilan, c'est surtout une difficulté à faire les choses avec le rythme qui est imposé. Ça se fait peut-être au détriment de certaines matières. On va plus peut-être mettre l'accent sur le français et les mathématiques, un peu moins sur l'histoire, la géographie ou le sport, par exemple. Au détriment aussi des élèves les plus fragiles. Quelle option alors? Personne n'imagine restaurer les cours du samedi. Cette école est l'une des rares à travailler 4 jours et demi, dont le mercredi matin. Un exemple à suivre selon 67% des familles. Pourtant, de nombreuses communes y ont pour l'instant renoncé. Question d'organisation, d'activités extrascolaires, le débat reste ouvert. Le préfet Giraud de Langlade a été mis à la retraite d'office. Il avait été suspendu, vous le savez, car il est soupçonné d'avoir tenu des propos racistes lors du passage d'un filtre de sécurité à l'aéroport d'Orly. Il était alors sorti de son devoir de réserve pour accuser le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, d'une cabale à son encontre. En bref, encore, la guerre des dames va-t-elle reprendre au Parti Socialiste? Sur France 2 ce matin, aux 4 vérités, Ségolène Royal indique avoir ressenti un choc à propos de la triche supposée lors du vote des militants pour la désignation du premier secrétaire à la fin de l'année dernière. Je n'imaginais pas l'ampleur et le degré de l'organisation de la fraude, a-t-elle indiqué. Elle réagissait à la publication d'un livre, Hold-up, arnaque et trahison, publié par 2 confrères et qui affirme détenir les preuves d'une triche à grande échelle. Interrogée sur le sujet un peu plus tard, Martine Aubry estime qu'il s'agit d'un ouvrage malveillant. Fin de citation. Et on en vient à ce que beaucoup ont appelé ces derniers mois l'affaire Julien Drey. Le député socialiste est visé depuis décembre dernier par une enquête préliminaire pour abus de confiance. Il est question de transfert d'argent de ses collaborateurs qui travaillent à SOS Racisme ou à la Fidèle. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Après une longue parenthèse dans votre vie politique, vous sortez du silence ce soir pour établir votre vérité. On va vous entendre. D'abord, le rappel des faits. Amaury Guibert, Johan Nertomb. Un Julien Drey souriant au Conseil national du PS, c'était en décembre dernier avant la tempête judiciaire. 2 semaines plus tard, le voilà accusé, visé par une enquête du parquet de Paris ouverte pour détournement de fonds à des fins apparemment personnelles. À l'origine, il y a un signalement parvenu à Tracfin. La cellule anti-blanchiment du ministère des Finances aurait découvert des flux financiers suspects, de l'argent sorti des comptes de plusieurs associations, notamment la Fédération lycéenne Fidèle et les parrains de SOS Racisme. Des chèques auraient été encaissés principalement par Thomas Persuis, directeur financier de SOS Racisme, et Nathalie Fortis, attachée de presse de Julien Drey. Une partie de cet argent, 74 000 €, aurait ensuite été versée à l'élu socialiste. Mais au total, selon les enquêteurs, les mouvements suspects s'élèveraient à plus de 350 000 €. Des fonds qui auraient notamment servi à l'achat de produits de luxe, montres, stylos, costumes. Julien Drey nie ces accusations, mais il doit attendre 6 mois avant de pouvoir se défendre devant les enquêteurs de la brigade financière. Le dossier, il en prend connaissance dans la presse. Les fuites se multiplient, ses avocats protestent et obtiennent finalement du parquet la communication de toutes les pièces. Décision inédite dans ce genre de procédure. Julien Drey résume aujourd'hui ses déboires par un mot, les preuves. L'argent versé par ses proches, des prêts dit-il, et la vente d'objets de collection, des montres notamment. L'enquête qui le vise, fondée sur un rapport à charge, une procédure de stigmatisation et de souillure. Mais l'épreuve, c'est aussi celle de voir les amis d'hier prendre leur distance. Au PS, regrette-t-il, les vrais soutiens sont restés plus que rares. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors on commence sur ce qui est un peu le cœur de ce dossier, cet argent qui a transité par certains de vos proches à SOS Racisme ou à la Fidèle. Donc vous dites ce sont des prêts, ce sont des achats d'objets, de montres ou autres. Comment pouvez-vous convaincre de votre bonne foi? Les enquêteurs insistent sur la simultanéité de l'argent est sorti d'SOS Racisme et il a finalement abouti chez vous. Ça fait 9 mois qu'il y a eu une enquête. 5 ans de ma vie ont été passés au crible dans ses moindres détails. Au bout de 9 mois, le procureur de la République lui-même dit « Vous avez un rapport qui pose un certain nombre de questions. » Mais en tous les cas, on est loin, très loin de toutes les accusations initiales, y compris des montants que vous évoquez. Parce que c'est d'ailleurs un des problèmes de cette enquête. Personne ne sait rien. Tout le monde se repasse l'information. Chacun, tout de même ces transferts de fonds. Je n'esquive aucune réponse, et d'ailleurs toutes ces réponses sont dans le livre. Mais chacun se repasse des bouts d'informations parce qu'il y a eu une faute au départ. On a révélé des accusations de suspicieuses avec des chiffres qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et après, plus personne n'y comprend rien d'ailleurs.
Parce que d'émission de télévision en émission de télévision, de journal en journal, vous allez avoir des chiffres complètement différents. Alors, sur la simultanéité, les choses sont très simples. Je ne cache pas qu'en 2008, parce que j'étais dans des combats politiques très importants, alors que j'avais des échéances qui arrivaient en termes de prêts, un certain nombre de mes amis identifiés, connus, c'est-à-dire pas des gens cachés et de manière totalement transparente, c'est-à-dire sous la forme de chèques dont on voit la traçabilité, comme on dit, on prêtait, ils ont été remboursés. Ça arrive pas à tout le monde, ça peut arriver à un certain nombre d'entre nous. Et le fait que ces amis travaillent dans des associations publiques, subventionnées, est-ce qu'il n'y a pas là un mélange des genres? Non, il n'y a pas là de mélange des genres pour la simple raison suivante, c'est que ces gens-là sont des gens extrêmement dévoués. Et d'ailleurs, je suis blessé au plus profond de moi-même de voir leur nom prononcé comme ça. Ce sont des jeunes dévoués. Ils étaient avec moi dans un combat politique. À un moment donné, ils ont dit la chose suivante, on va aider un peu Julien pour lui permettre de franchir une étape. La question qui est posée, elle est très simple, je l'ai d'ailleurs dit aux enquêteurs. Si ces gens-là n'ont pas travaillé dans les associations, s'ils ne sont livrés à aucune activité, si ce sont ce qu'on appelle des emplois fictifs, alors vous avez raison, je suis fautif. Et nous sommes coupables. Mais si, comme l'enquête le montre et le démontre, comme, je dirais, tous ceux qui ont travaillé dans ces associations l'ont révélé d'ailleurs ou l'ont affirmé, ces gens-là ont travaillé et souvent pour des sommes très modiques, au-delà parce que c'est un dévouement terrible pour eux. Bien, il n'y a rien, il y a simplement à un moment donné une situation qu'on a gérée ensemble, qu'on a d'ailleurs dépassée. Vous dites que ce n'était pas un système. Non, Julien Drey, est-ce que vous dites je n'ai absolument rien à me reprocher ou est-ce que vous reconnaissez, disons, des légèretés au moins dans la tenue de vos comptes? Il y avait certainement, peut-être parce que c'est mon caractère, une certaine insouciance dans la tenue de mes comptes. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose d'illégal. Et si j'avais fait des choses illégales, je connais ma morale et je la respecte. Je ne serais pas venu ce soir. Je n'aurais pas fait l'avertissement que j'ai fait dans ce livre. Moi, je sais, depuis le début, que je n'ai rien fait d'illégal et que ceux qui ont travaillé avec moi n'ont aucun reproche à se faire. Il y a eu une enquête, moi je n'ai jamais, vous avez remarqué, c'est pour ça que je me suis tu pendant 9 mois, je n'ai jamais remis en cause la nécessité d'une enquête. Il y avait des suspicions, il fallait les lever. Ce que je mets en cause, c'est la manière dont, si vous voulez, on a diffusé de manière systématique et quasiment méthodique un certain nombre d'informations qui souvent étaient totalement fausses. Tout ça pour déstabiliser même l'enquête. Alors une question pour terminer. J'ai dit vous avez mis votre vie politique entre parenthèses. Vous n'y avez pas renoncé. Non, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, je ne vais pas renoncer maintenant. Votre sentiment simplement, Julien Drey, sur le Parti Socialiste, est-ce qu'il est sur la voie de la renaissance ou est-ce qu'à nouveau, on l'a vu un peu aujourd'hui, il est à nouveau dans les troubles et notamment avec ces accusations de fraude? Vous savez, j'ai pris de la distance avec tout ça. Ça m'a été utile, ça m'a appris des choses. Moi, j'ai aussi participé pendant longtemps à toutes ces batailles. Et j'étais pas le dernier à moi aussi donner des coups. Je pense qu'il faut qu'on tourne la page. C'est la grande leçon que je tire. Tous ensemble. Elle est en train d'être tournée, c'est sur la bonne voie? Je pense, si j'ai un message à délivrer à tous ceux qui croient en la gauche, il faut une grande force de gauche, vite. Martine Aubry l'incarne bien? Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. C'est pas les uns contre les autres, c'est tous ensemble. Et c'est moi le seul message que je peux délivrer ce soir. Moi, j'y suis prêt comme simple militant. Je crois que c'est tous les gens de gauche qui sont concernés. Il y a besoin d'une grande formation de gauche et il faut tourner la page de toutes ces querelles. Parce que je pense que s'il y a une grande formation de gauche, on n'aura plus ces querelles où plus personne n'y comprend rien, où c'est le désespoir qui gagne. Et je crois qu'il faut redonner de l'espoir et que la gauche est là pour redonner de l'espoir. Merci Julien Drey. Merci. Il est 20h26, restez avec nous à suivre. Faut-il invoquer le réchauffement climatique? Pour la première fois, Météo France se risque à une prévision à 3 mois et annonce un automne beaucoup plus chaud que d'habitude. Le coup d'envoi des foires au vin, c'est devenu un énorme enjeu économique, mais est-on vraiment sûr de faire des affaires? Élément de réponse à suivre. Et puis cela devient une habitude. Après Jeff Koons, Versailles accueille une nouvelle exposition contemporaine extravagante. On verra que les avis sont partagés. D'abord donc, apprêtez-vous à ressortir les sandales et les glaçons. L'été a été chaud, l'automne le sera aussi. Est-ce un signe des changements du climat? En tout cas, l'information est passée un peu inaperçue. Météo France publie pour la première fois une prévision à 3 mois. Les ingénieurs annoncent une nette augmentation des températures. Explication Nicolas Châteauneuf. C'est comme si l'été ne voulait pas finir, que le soleil faisait de la résistance et que le thermomètre s'obstinait à frôler les sommets. 25 degrés à 10 h du matin hier sur les plages du Pas-de-Calais, de quoi rendre la rentrée un peu plus douce. C'est un vrai bonheur de pouvoir en profiter encore début septembre, oui. Les enfants sont retournés à l'école et nous on est encore en vacances. Les météorologues le disent, août 2009 occupe le 4e rang des mois d'août les plus chauds depuis 50 ans. Cet été, la température moyenne était supérieure d'1,3 degré par rapport à la normale et cela risque de continuer.
Les ingénieurs de Météo France ont fait tourner leur supercalculateur à plein régime. En comparant leurs données avec celles de leurs homologues américains, britanniques, européens et japonais, ils ont obtenu une prévision pour les 3 prochains mois. Celle-ci s'accorde sur des températures plus élevées que la normale. En revanche, impossible de dire s'il pleuvra abondamment ou non. Dans nos prévisions, notamment des états océaniques, on a des océans tropicaux qui sont chauds pratiquement sur toute la planète. Et donc le fait que ces océans qui couvrent une grande part effectivement de la surface planétaire soient chauds, ça va générer sur une bonne partie de la planète des températures au-dessus des normales saisonnières. En règle générale, les prévisions saisonnières sont plus précises pour les régions tropicales que pour les régions tempérées. Difficile donc de prévoir si la France croulera sous la neige l'hiver prochain. Image de l'espace, rappelez-vous, c'était en mai dernier la mission de maintenance la plus chère du monde, 700 000 € pour donner de nouveaux yeux au satellite Hubble. Et bien aujourd'hui, la NASA vient de publier ces nouvelles photos qui montrent que la réparation a fonctionné. Photos de nébuleuses et de galaxies. Jamais le télescope n'était allé aussi loin dans l'espace. Retour sur Terre avec en France un chiffre médiocre pour la sécurité routière. Le nombre de tués au mois d'août a augmenté de 5,6% par rapport à la même période l'année dernière. Mais sur l'ensemble de l'été, le bilan est toutefois en légère baisse. Des millions d'amateurs sont concernés chaque année. Les foires au vin ont commencé dans de nombreux grands magasins. Le consommateur, vous et moi, sommes-nous vraiment sûrs de faire des affaires? Reportage Laurence Decher, Frédéric Faure. Mise en bouteille à la propriété. Bon, je vous fais confiance. Voilà. Un sommelier pour vous aider. 16 000 vins sur l'ensemble de la grande distribution et tous les prix. Pas facile de s'y retrouver pour le client. Alors mieux vaut avoir fait un premier choix au préalable. J'ai fait ma sélection effectivement en regardant le catalogue, les différents guides qui paraissent en ce moment. Côté prix, une tendance à la baisse sur les crus 2006 et 2007. Moins 5% en moyenne, après une année 2005 exceptionnelle. Côté qualité, mais aussi très cher. Ouais, c'est la dernière, ouais. Cette année 2005, elle a fait monter les cours, mais par excès de demande, c'est-à-dire l'étranger. On a acheté beaucoup de 2005. Donc maintenant, il y a une forme de retombée un petit peu. Une gamme élargie entre 2 et plus de 700 €. La foire au vin, c'est surtout l'accès à des vins d'exception qu'on ne trouve pas le reste de l'année à des tarifs intéressants. Mais la foire au vin est-elle comparable à des soldes? C'est pas des soldes, hein. C'est un moment un peu privilégié où des bouteilles prestigieuses et des très bons rapports qualité-prix apparaissent dans les linéaires. Il n'y a pas de notion de braderie. Alors peut-on quand même faire des affaires? Oui, sur les vins à plus de 8 € qu'on trouve en majorité et sur certaines régions grosses productrices comme le Bordelais. Évidemment que vous n'allez pas trouver les grands crus de Bourgogne où il y a un tout petit volume et où il y a une demande internationale. Ceux-là, ils sont déjà prévendus, il faut faire la queue pour les avoir chez le vigneron, on ne les trouvera pas. On va trouver des vins où il y a énormément de volume et où la grande distribution peut être efficace sur les prix. Un quart des ventes de la grande distribution est réalisé pendant les foires au vin qui ne font que commencer et s'achèveront mi-octobre. Le retour de l'art contemporain chez Louis XIV. Après Jeff Koons l'année dernière, c'est au tour de Xavier Veillant de prendre ses quartiers à Versailles. L'artiste français expose jusqu'au 13 décembre une quinzaine d'œuvres extravagantes, des sculptures, des installations pour la plupart. Un mélange des genres qui divise. Nicolas Lemarinier, Mathieu Nivenglowski. Il y a quelque chose de changé à Versailles. Un carrosse violet qui évoque la fuite de Louis XVI sous la Révolution. Des architectes statufiés vivants devant le joyau de l'architecture française. Gagarine, conquérant de l'espace chez un autre conquérant, Louis XIV. L'art contemporain s'invite au château, un hommage du plasticien Xavier Veillant. Ce que je me suis fixé, c'était un peu d'avoir la même liberté que des gens comme les artistes de l'époque de Louis XIV, Lully, Levaux et le nôtre. Au moment où ils ont fait cet endroit, où ils ont créé cet endroit incroyable. De l'art contemporain au cœur du domaine de Versailles, un choc et une polémique l'an dernier quand Jeff Koons exposait ses œuvres dans les salons du XVIIe siècle. Comment les visiteurs allaient-ils réagir cette année ? Je trouve que ça ne va pas ensemble. Il faudrait laisser le château tel qu'il est. Je trouve que ça fonctionne mieux que l'année dernière pour le coup. Tout ce qui est un peu provoquant et fait réfléchir, c'est une bonne chose. Les œuvres sont créées pour l'occasion et installées principalement à l'extérieur du château, moins provoquant. Mais pas question de renoncer à l'art contemporain.
Je ne crois pas à la nécessité de distinguer entre l'art ancien et l'art d'aujourd'hui, entre ce qui était d'hier et ce qui est de demain. Je crois que l'art est une grande aventure continue. Jeff Koons avait attiré 1 million de visiteurs l'an dernier. Xavier Veillant a jusqu'au 13 décembre pour faire mieux. Une image de sport avec le sans faute de l'équipe de France de basketball. Victoire il y a quelques instants face à la Russie au championnat d'Europe, 69-64. 3 matchs, 3 victoires. Les Français sont qualifiés pour la deuxième phase et terminent premiers de leur groupe. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Toujours aucune trace de Jean-Pierre Trébert, le principal suspect du double meurtre de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier, s'est évadé hier dans des conditions rocambolesques, caché dans un carton. Les recherches se concentrent sur une forêt. Son co-détenu est ce soir en garde à vue. De nombreuses questions, bien sûr, restent en suspens sur cette évasion. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, c'est toujours l'été. À 20h35, un nouvel épisode de Boulevard du Palais. Et n'oubliez pas, à 22h05, le retour de Panique dans l'oreillette avec Frédéric Lopez. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.